Après 32 ans d'absence, la Chine populaire fait son retour sur la scène olympique puisqu'une délégation de Pékin ira bien à Los Angeles malgré la présence de Taïwan. De très violents affrontements au Liban, 19 personnes ont été tuées, 70 autres blessées la nuit dernière au cours de bombardements qui visaient Beyrouth et la région. Et puis un invité exceptionnel dans ce journal, Yves Montand, qui est en direct avec nous de New York, où il participe au 100e anniversaire du fameux Metropolitan Opera. Bonsoir Yves Montand, ou plutôt bonjour, car il est encore assez tôt à New York. Oui, bonjour. Ici, il est exactement 2 heures de l'après-midi. Il est 2 heures de l'après-midi, nous sommes déjà au Met, parce que nous avons la répétition générale de tous les gens qui vont être sur scène, tous les artistes qui vont être sur scène. C'est une répétition générale également pour les caméras de télévision. Alors justement, dans quelques heures, vous participez à un gala que l'on appelle déjà le gala du siècle. De quoi s'agit-il exactement? Oui, ben c'est pour fêter le centenaire du Metropolitan Opera de New York. Et on a demandé, bénévolement bien entendu, aux artistes qui sont produits dans cet illustre établissement de prêter leur concours. Ce que je fais ce soir avec entre autres Patrick Dupont, Margot Fontaine, Nureyev, Makarova, John Denver, Lionel Richie, Placido Domingo, Isaac Perlman, la compagnie de Martha Graham. Vous êtes en bonne compagnie. Pardon? Vous êtes en bonne compagnie. Oui, une très excellente compagnie, oui. Bon, Yves Montand, nous nous retrouverons dans une quinzaine de minutes pour parler du spectacle de ce soir et pour connaître vos impressions. Mais auparavant, nous passons en revue le reste de l'actualité de ce dimanche 13 mai, en commençant par les Jeux Olympiques avec la décision chinoise de participer à ces Jeux. Je vous l'annonçais dès hier soir, une délégation d'athlètes de Chine populaire se rendra bien à Los Angeles, une décision qui met du baume au cœur des organisateurs toujours secoués par le boycott des soviétiques et des pays du bloc de l'Est. La décision chinoise est en effet une bonne nouvelle puisque voici 32 ans que Pékin refusait de participer aux Jeux Olympiques en raison de la présence de Taïwan. Roger Zabel. 1972, Nixon est à Pékin et dans le même temps, les Chinois reçoivent les Américains pour une rencontre de tennis de table, le premier pas entre les deux pays est sportif. 1984, Ronald Reagan est à son tour à Pékin. Et quelques semaines après cette visite, le hasard veut que, malgré la présence à Los Angeles d'une délégation de la République nationaliste de Chine, la Chine populaire annonce sa décision de participer aux prochains Jeux Olympiques. Les discussions diplomatiques sont peut-être bien passées par les Jeux, car, autre concours de circonstances, l'annonce de la participation chinoise arrive à Los Angeles quelques jours après celle du boycott des Soviétiques. Pied de nez ou pas, la Chine populaire connaîtra peut-être ses premières médailles olympiques dans 2 mois et demi aux États-Unis. Des chances limitées à 2 disciplines ou plutôt à un sauteur en hauteur pour ce qui est de l'athlétisme avec le recordman du monde, Zhu Yanhua, 2,38 m. Les Chinois n'ont pas encore comblé leur retard dans les autres disciplines athlétiques. Zhu Yanhua, qui est une star en Chine, sera le porte-drapeau et la chance chinoise. Autre chance avec les gymnastes, révélation des derniers championnats du monde à Budapest et qui, en remportant le titre par équipe, ont apporté à la fois un style nouveau et séduisant. La Chine ne fera donc pas basculer les données sportives de ces Jeux. La participation de ce pays ne compense en rien le boycott des Soviétiques et de leurs alliés, même si elle reste une consolation pour les organisateurs et surtout une grande satisfaction pour les diplomates américains. À noter que le président du Comité national olympique soviétique, M. Gromov, assistera vendredi à la réunion de la commission exécutive des Jeux à Lausanne. Il ne semble pas, pour l'instant, être question de l'organisation de contre-jeux, comme la rumeur en avait couru. Et puis l'Afghanistan a annoncé tout à l'heure qu'il ne participerait pas non plus aux Jeux de Los Angeles. Au Liban, après quelques semaines de répit, la situation s'est très brutalement dégradée la nuit dernière à Beyrouth, où 19 personnes ont été tuées et 70 autres blessés. Cela au cours d'un bombardement aveugle, comme la capitale n'en avait pas connu depuis la dernière trêve. Gérard Rinet. Pour une fois à Beyrouth, les enfants avaient eu droit à autre chose que la guerre. Un carnaval masqué pour la paix, où les héros des enfants se mélangeaient pourtant avec le symbole de la guerre. Cette fête n'aura duré qu'un court instant. Alors que ce défilé continuait dans le centre de Beyrouth, plusieurs quartiers résidentiels des 2 secteurs de la ville
étaient bombardés. Par endroits, une centaine d'obus en 10 minutes selon la radio des milices chrétiennes. Qui a tiré? Qui a commencé? Comme toujours à Beyrouth, il n'y a pas de réponse. Dégâts matériels, bien sûr, mais surtout beaucoup de victimes. Une vingtaine de morts et 70 blessés, dont au moins une dizaine d'enfants âgés de moins de 6 ans. Oui, pour M. Jumblat, le chef des Druzes qui siège au gouvernement libanais, le Liban est fini si une trêve n'est pas instaurée très rapidement. 27 000 sans-abri, c'est le dernier bilan dressé par le ministère italien de la Défense civile après les 4 forts tremblements de terre qui ont ébranlé le sud et le centre de l'Italie ces derniers jours. Politique maintenant, avec la présentation aujourd'hui de la liste du Front National pour les élections européennes. Jean-Marie Le Pen avait choisi à propos la fête de Jeanne d'Arc pour présenter ses amis. Une liste sans grande surprise. Pierre Alain. Le Pen a fait le plein. Pour la fête de Jeanne d'Arc, ce matin, ils étaient des milliers à défiler derrière lui pour honorer celle qui symbolise à leurs yeux le patriotisme, le nationalisme. Le Pen a fait le plein aussi cet après-midi, sous un chapiteau de l'espace Ballard, mais cette fois, ce n'était plus de tradition qu'il s'agissait, mais d'avenir. Un meeting dans les meilleures traditions populaires, avec orchestre de jazz et merguez frites, tout y était pour 50 francs, et à condition de passer les barrières soigneusement gardées. Mais l'objet du meeting était plus sérieux. Après le chanteur Gilles Dreux, coïncidence, c'est la révélation de Dreux, Jean-Pierre Stirbois, qui présente la liste du Front National pour l'Europe des patries. 81 candidats sans surprise, dont un harki, un diplomate de l'Est en exil, un ancien résistant au nazisme. Mais c'est à la jeunesse de France que Jean-Marie Le Pen s'adresse. Son objectif, faire mieux que les communistes. Je voudrais m'adresser à cette génération parce que je pense que c'est elle qui va avoir à la fois la charge et l'honneur d'assurer le redressement français et la renaissance française. Et je voudrais lui dire, avant toute chose, qu'il faut qu'elle soit lucide, courageuse, mais aussi pleine d'espoir, parce que la révolution technologique moderne et l'avenir du monde sont en faveur de ces idées, en faveur d'une espérance concrète pour la liberté et pour leur patrie. Alors vous présentez une liste aux européennes. Est-ce que ça vous intéresse vraiment de siéger au Parlement européen, ou est-ce que c'est pour vous l'occasion de faire parler de vous, de critiquer le gouvernement? Non, pas du tout. L'action politique a pour objectif de conquérir des sièges pour exercer l'influence la plus grande possible et finalement essayer au pouvoir d'appliquer les idées que l'on croit les plus justes et les plus efficaces. Vous espérez faire combien aux européennes? Oh, j'espère battre les communistes. C'est cela l'objectif du Front National dans ces élections. C'est-à-dire, il faut tout de même passer au-dessus de la barre des 10. La conquête de l'opinion, d'une certaine partie de l'opinion, c'est l'objectif de Jean-Marie Le Pen. Il s'y consacrera dans un Tour de France jusqu'au 17 juin. Simone Veil était ce soir l'invitée du grand jury RTL Le Monde, dénonçant l'aggravation de la menace soviétique en Afghanistan et la dégradation des rapports Est-Ouest. Elle a prononcé un plaidoyer pour le renforcement de l'Europe. Nous écoutons Madame Veil. Il est indispensable, sur le plan de notre sécurité, de notre indépendance, sur le plan aussi de l'économie européenne, qui est sur le déclin au moment où il y a une reprise aux États-Unis et au Japon, et où donc il faut absolument arriver à créer une véritable économie européenne. Eh bien, tout cela nous montre que, alors que cette communauté telle qu'elle existait semblait suffire à répondre aux nécessités, ça n'est plus le cas, et qu'il faut la renforcer, qu'il faut avoir le courage d'ouvrir le dossier de la défense, sans savoir d'ailleurs exactement, avoir pris position précise sur tel ou tel point, mais ouvrir ce dossier, qu'il faut renforcer l'union politique, qu'il faut renforcer les politiques économiques. Pour cela, il faut avoir une convergence économique, ce qui n'est plus le cas avec des gouvernements socialistes, et qui a donc là pour nous une priorité. Madame Veil a également porté un jugement sur le prochain voyage du chef de l'État à Moscou. Elle considère que le moment est très mal choisi. Ce n'est pas ce que pense Roland Dumas, le ministre chargé des Affaires européennes, qui était lui l'invité du club de la presse d'Europe numéro 1. Pour Roland Dumas, les derniers développements, et notamment les nouvelles parvenues en France sur la santé des dissidents soviétiques, les Sakharov, cela ne change rien à l'affaire. Je pense que c'est important que des dirigeants de l'Europe occidentale
et en particulier le président de la République française, puissent rencontrer les responsables de très haut niveau de l'Union soviétique, ne serait-ce que pour que ces dirigeants entendent un certain nombre de choses. Vous avez bien voulu évoquer ma vie de militant et mon défenseur des droits, mon rôle comme défenseur des droits de l'homme. C'est sur ce terrain-là que je me place. Je pense en effet qu'il faut que les dirigeants des pays de l'Est entendent un certain nombre de choses, et peut-être même que leur opinion publique entende ces choses, même au goutte à goutte, et que petit à petit, cela fera son chemin. Je considère par exemple que ce qui a été dit à Madrid, ce qui sera dit à Stockholm, ce qui se dira demain à Moscou, est important. Les amateurs de publicité étaient à la fête hier soir. La nuit leur était consacrée au cinéma Le Rex à Paris, où de minuit à 8 h du matin, ils ont pu voir ce qui se fait de mieux depuis toujours dans le domaine du film publicitaire, un genre aussi vieux que le cinéma. Nous sommes allés rencontrer quelques-uns de ces publivores alors que le matin pointait sur Paris. Marcel Tria. Les chiens de publivores se sont beaucoup ennuyés la nuit dernière, tandis que leur maître s'était enfermé dans un grand cinéma parisien pour assouvir leur passion. Il ne vous viendrait jamais à l'idée de les faire traire par le Suisse de l'église ou de faire garder un troupeau de vaches par un agent de police. Et pour acheter votre viande, vous vous adressez naturellement à un boucher ou à un charcutier. Oui, mais un charcutier belge. Ils sont plusieurs centaines à déguster ainsi entre minuit et 6 h du matin toutes sortes de mixtures, plus ou moins appétissantes. Et puis cette campagne, muette mais sévère, il y a 65 ans déjà. Hélas, ça n'a pas suffi. Ils en ont vu presque autant en une nuit que vous et moi en une vie. Et croyez-vous qu'ils soient rassasiés? Déçu. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu Pampers. Et vous désiriez absolument Pampers? Oui, je voulais mes couches. Et pourquoi avez-vous gardé encore vos bigodis? Ah bah parce que à partir du moment où je passe la soirée là, comme il faut que j'ai les cheveux bouclés aujourd'hui, je fais d'une pierre deux coups, je me boucle les cheveux et je regarde la publicité en même temps. Alors vraiment, vous êtes déçu? Il n'y a pas eu non plus Lotus, maman. Et les 8 heures qui ont suivi, ça vous a pas suffi? Non, j'en veux encore. Aucun problème. Dans la collection personnelle de l'organisateur de la soirée, il y en a encore beaucoup. Entre 70 et 80 000 à peu près. Et au cours de ces 8 heures, on en a vu combien? 498. Et vos films, vous les avez trouvés comment? En farfouillant dans les poubelles, dans les salles de projection, dans les magasins des agences qui étaient fermées. C'est vraiment les déchets, ceux qui allaient partir à la poubelle, que j'ai récupérés. Des poubelles où l'on trouve aussi, parfois, un joyau. Elle allait bientôt devenir Marilyn. 350 baleines massacrées près des îles Féroé au Danemark, c'est dit-on une tradition vieille de plusieurs siècles, mais comme vous allez le voir, la chasse est faite avec une cruauté impressionnante, et cela alors que les mouvements écologistes tels que Greenpeace sont sur le point d'obtenir que l'on en finisse avec le massacre de ces mammifères marins. Jean-Claude Darigo. La Lalie et puis la Curée. 350 baleines ont péri dans les eaux peu profondes des îles Féroé, exécutées dans une corrida où les matadors ont pris le minimum de risques. Les cétacés ont été canalisés par des bateaux à moteur et lardés de coups de couteau jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est une coutume vieille de plusieurs siècles, dit-on dans la région, où l'on consomme la viande et la graisse des baleines. Alors pas de raison de s'apitoyer. Explication insuffisante, rétorque le mouvement écologiste Greenpeace, vous ne respectez pas les règles d'autrefois. Jusqu'en 1970, une baleine mâle était dirigée vers le rivage et les autres baleines du troupeau, mues par le mimétisme animal, venaient s'échouer sur la plage où elles étaient tuées rapidement d'un seul coup de couteau. Au Féroé, on est peu ému par ce type d'argument. 2000 cétacés sont morts cette année dans les eaux de l'archipel. Mais aujourd'hui, vraiment, c'était le massacre et la boucherie.
Voilà, sans aucune transition, nous retrouvons Yves Montand qui est à New York, dans le hall du Metropolitan Opera, à la veille de ce que l'on appelle le gala du siècle. Yves Montand, vous allez entrer en scène dans quelques heures, après une toute dernière répétition. Qu'est-ce que l'on ressent? À quoi pense-t-on dans ces cas-là? Eh bien, très sincèrement, j'ai hâte d'avoir terminé ce journal télévisé, qui était très intéressant, avec toutes les nouvelles que je viens d'entendre, pour me consacrer à la soirée de ce soir. Par exemple, je sais que lorsque je passe quelque part, je suis toujours quelques heures avant de me présenter sur la scène, dans ma loge, pour une sorte de concentration comme ça, qui est indispensable pour être totalement détendu à la minute où on arrive sur scène. Vous avez un truc? J'ai le truc d'essayer de me détendre, et ce que j'appellerais le trac, qui peut paraître à certains assez bizarre, ce n'est pas du tout une question, c'est pas du tout une question de, comment dirais-je, d'orgueil. C'est simplement, oui, à la rigueur ça pourrait être de l'orgueil, c'est parce que tout d'un coup vous allez vous trouver devant là en l'occurrence près de 5000 personnes, 4200 personnes, et de se dire est-ce qu'on va être à la hauteur, et le fait de se demander si on va être à la hauteur, c'est ça qui vous met dans une condition assez très voisine de la peur, quoi, ce qui est tout à fait logique et normal. Cela dit, vous connaissez bien le Met, le Metropolitan Opera, ce n'est pas la première fois que vous vous y produisez. Non, c'est la seconde fois. J'y suis passé le 7 septembre 1982. J'ai donné 7 représentations, et je tiens à le dire très honnêtement, nous avons travaillé à guichet fermé, ce qui ne s'était jamais vu au Met. Et ça me fait bien plaisir. Comment est le public américain? Oh, écoutez, je crois que comme le public américain, comme le public anglais, comme les Scandinaves, les Allemands, je mets à part exprès les Latins pour d'autres raisons, c'est-à-dire les Français, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, c'est-à-dire qu'ils sont, au départ, ils viennent au spectacle, quelle que soit leur condition sociale. Ils viennent au spectacle pour être amusés, être émus, divertis, et ils sont prêts à partir avec vous. Si c'est pas bon, bien sûr, ils deviennent durs, mais quand ça répond à ce qu'ils attendent, alors il n'y a pas de commune mesure. Et ce que j'appellerais la classe sociale disparaît. Ce n'est plus que vraiment ce que j'appellerais des gens. Brel disait qu'il n'avait pas le terme de public, il a raison, ce sont des gens qui tout d'un coup, il n'y a plus de barrière sociale. C'est très intéressant, surtout dans les pays nordiques, et en particulier aux États-Unis, où c'est le pays, bien entendu, du spectacle. Yves Montand, pourquoi ce gala est-il si important? Pourquoi une telle réunion de vedettes sur un même plateau? Eh bien, je crois qu'ils ont souvent ce genre de choses. Comme vous le savez, il y a des places qui sont à $1000. Il y a des gens même qui ont donné $50 000 pour avoir une loge, pour être à 8 ou 10 dedans. Ce sont des gens qui possèdent des grandes fortunes aux États-Unis. Des gens qui très souvent sont partis de rien, comme vous le savez, sans romantisme déplacé, mais c'est vrai. Et vous avez également des gens qui vont venir avec $20 ou $15 ou $25 la place, et qui viendront certainement en patogas ou en jean. Ça ne gêne rien. C'est-à-dire que cet argent qu'il donne, il le donne en sachant parfaitement bien que c'est dans l'intérêt commun et dans l'intérêt du peuple américain, et en particulier du peuple new-yorkais, et du rayonnement culturel de l'Amérique à travers le monde, que le Met, le Metropolitan Opera, garde cette auréole qu'il a, et qui coûte évidemment très cher, parce qu'il y a près de 750 personnes qui travaillent à ce qu'on appelle au Lincoln Center, et en particulier ici, au Metropolitan Opera. Yves Montand, les Américains vous connaissent bien, vous avez fait ce que l'on appelle une carrière aux États-Unis. Quel montant vont-ils découvrir ce soir? Oh, je crois que, vous savez, faire une carrière aux États-Unis, c'est extrêmement difficile, c'est pas si simple. C'est-à-dire rentrer dans ce que j'appellerais à l'intérieur de ce qu'on appellerait, ce terme que je n'aime pas, disons, de la masse américaine, du peuple américain, c'est beaucoup plus difficile. Je crois qu'il y a, disons, une quantité importante de gens qui connaissent bien maintenant, à travers certains films que j'ai fait avec Costa Gavras, comme Z ou L'Aveu, qu'on appelle ici La Confession, et des films évidemment que nous avons fait ici à Hollywood avec Marilyn Monroe, Shirley MacLaine et d'autres, ou Ingrid Bergman. Bien, ils attendent, c'est-à-dire ce que j'essaie de leur donner avec d'autres chanteurs, c'est dans certaines circonstances de leur donner des chansons qui sont typiquement françaises. Qu'allez-vous chanter ce soir, des chansons exemple? Eh bien, comme par exemple Les Feuilles Mortes, ou surtout à Paris, Prévert et Francis de Marc, c'est des choses qui sont bouleversantes pour eux, parce qu'ils découvrent un monde comme nous découvrons par exemple le rock, ou la pop music, ou la country music. Ils découvrent une chose qui existe, qui est cette essence fondamentalement française,
qui appartient, qui n'est pas du tout chauvine, qui n'est pas du tout, comment dirais-je, même poujadiste, pour employer un terme qu'on utilise un peu trop souvent à mon goût, et qui sert au contraire au rayonnement de l'agriculture française, comme les chansons de Trenet, Que reste-t-il de nos amours, ou bien les chansons de Brel, et évidemment La vie en rose de Piaf, par exemple, entre autres. Alors justement, Yves Montand, l'un des événements du mois prochain, c'est la sortie de votre nouveau disque. On en parle très peu, c'est quasiment secret. Peut-être quelques confidences. Avec qui avez-vous travaillé, par exemple? J'ai travaillé avec surtout quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est David McNeil, qui a écrit, je crois, il y a 9 chansons, et il y en a 6 à lui, qui sont vraiment quelque chose de très tendre, je dirais sentimentalement tendre et lucide. C'est vrai. Et c'est vrai que je me sers aussi de vous pour annoncer la venue de ce disque, également pour faire plaisir également aux responsables de Phonogramme, la maison de disques en question. On n'aurait pas osé le dire. C'est toujours, vous avez toujours cette question de service après-vente, mais enfin, on peut difficilement y échapper. Et il y a une chanson de Madame Françoise Giroud qui s'appelle Vanessa, qui est une très jolie chanson, c'est-à-dire que c'est une jeune minette qui drague un monsieur de mon âge. Mais c'est très joli, sur les noms qui ont changé depuis une certaine époque, et des musiques de Michel Legrand, de Jonas, et également de Jean-Pierre Bisson, qui a écrit une très jolie chanson. Mais la plupart des musiques et des chansons sont celles de mon ami David McNeil, notamment Couleur, Tout s'efface, et Monte Carlo. Monte Carlo, pas Monte Carlo, Monte Carlo. Que dit-on en Amérique, un comédien, un artiste qui va entrer en scène? Quels sont les mots qu'on prononce? Oh, je sais qu'en Italie, on dit bocca en lupo en bocca. En France, vous savez qu'on dit le mot de Cambronne. Et ici, break your leg. En gros, ça veut traduire, ça veut dire cassez-vous la jambe. Mais en fait, c'est pour conjurer le mauvais sort, quoi. Eh bien, cassez-vous la jambe, Yves Montand. Merci de nous avoir consacré ces quelques minutes, alors que vous êtes donc à quelques heures de l'ouverture de ce gala, consacré au centenaire du Metropolitan Opera de New York. Un gala qui réunit quelques-unes des plus grandes vedettes aujourd'hui à l'affiche dans le monde. Nous passons au sport maintenant avec le Grand Prix de motocross consacré aux 500 cm3, un Grand Prix comptant pour le championnat du monde et qui se courait à Brou, près de Chartres. Des images très spectaculaires que nous commente Henri Bodiguel. Le départ de la deuxième manche de ce 4e Grand Prix comptant pour le championnat du monde des 500 cm3. Et dès le premier virage, une chute qui sera heureusement sans gravité, comme il s'en produit d'ailleurs souvent en motocross. Au passage des premières bosses, le Finlandais Sintonen précède le Belge André Malherbe sur Honda, le vainqueur de la première manche. À noter encore le forfait dans cette seconde manche du champion du monde à Cannes, Karlqvist. Déjà blessé il y a un poignet, il s'est fracturé un doigt au cours de la première manche et sa saison est aujourd'hui sérieusement compromise. À propos du parcours, il faut savoir que tous les circuits de championnat du monde sont dessinés pour empêcher les concurrents de dépasser les 50 km à l'heure de moyenne, ce qui n'empêche pourtant pas les pointes à plus de 100 à l'heure. Finalement, le Belge André Malherbe va également remporter cette deuxième manche devant Thorpe, Goeboers et Jobé. Mais surtout, il prend ce soir la tête du championnat du monde devant Jobé et Thorpe, ex-aequo à la deuxième place. En cyclisme, 2 résultats, en commençant par la bonne nouvelle, la victoire de Bernard Hinault qui a remporté tout à l'heure les 4 jours de Dunkerque. C'est la première victoire importante du Français dont toute la saison est tournée vers le prochain Tour de France. Déception en revanche pour Laurent Fignon au Tour de Romandie. Il a terminé aujourd'hui 6e de l'étape contre la montre. Il se trouve relégué à la 7e place au classement général. C'est l'Irlandais Stephen Roche qui remporte l'épreuve pour la 2e année consécutive. Le jumping international de France se poursuivait aujourd'hui sur l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agit d'une rencontre pré-olympique qui doit permettre de sélectionner les cavaliers français pour les prochains Jeux. Hier, la France est arrivée en 3e position à l'issue de la Coupe des Nations par équipe. Aujourd'hui, c'était le tour des individuels avec un accident tout à fait navrant. Pierre Bresse. Est entré sur le terrain et visiblement il n'a pas entendu le coup de sonnette qui devait lui donner le signal du départ. Il hésite, se renseigne auprès du public. Trop tard, un autre coup de sonnette lui signifiait qu'il est éliminé. La minute réglementaire étant dépassée. Bien, nous sommes désolés Pierre Dumont. Et 60 secondes sont écoulées depuis que la sonnette a retenti du départ vous a été donné. Alors maintenant regardez une chose, c'est flagrant, regardez les gens qui repartent. Mais il repart. Les gens s'en vont. Ce cheval, en plus il a le public pour lui, il rentre pas alors.
Bon, si on veut appliquer le règlement partout, bien sûr, il n'y aura plus de compétition. Il faut être un peu plus souple. Et il y a 10 personnes dans ce jury, du 3e âge, et ils regardent ça de loin, et ils ne se rendent pas compte des problèmes que l'on peut avoir au paddock. Et ça, je ne mets pas. À mon avis, Durand devait partir. Il n'y avait aucun problème. Il fallait simplement le prévenir en voyant que Pierre Durand, puisqu'il était en train de demander au public s'il avait été sonné, donc le jury se rend bien compte s'il doit rentrer, prendre le départ ou pas. Moi, je ne pouvais pas lui dire pas parce que je n'étais pas sûr du coup de cloche. Moi-même, j'en étais pas sûr en regardant. Personne n'entend. Donc c'est quand même facile pour un jury de dire monsieur, vous avez été sonné. Il n'y avait aucune réclamation contre ça. Donc c'est un préjudice énorme pour ce Grand Prix là. C'est surtout anti-sportif, ça arrange pas le concours déjà quand on a des problèmes, on galope dans la merde, et maintenant on nous fout encore dans la merde en nous plantant un cavalier. Alors ça j'aime pas beaucoup. Et j'attendais réellement d'avoir un coup de sonnette sérieux pour pouvoir partir. Et le problème est qu'il y a le président de jury qui sonne et le commentateur qui en même temps présente le cavalier et énonce quelques phrases, donc il couvre totalement le bruit de la sonnette. Pierre Durand, est-ce que vous êtes en droit de faire une réclamation dans ce genre de situation? Dans ce genre de situation, je pense qu'il n'appartient pas au cavalier de faire réclamation, ce soit l'entraîneur national, mais je pense que personnellement, je ne le peux pas. Effectivement, nous étions un peu pressés par l'horaire, ceci dû un petit peu à la télévision, car il fallait finir très vite. D'un autre côté, depuis 2 jours, mes coups de sonnette ont tous été entendus, parce qu'ils sont ni trop brefs, ni trop hauts, et la sonnette s'entend sur le terrain. Vous ne trouvez pas qu'il est un petit peu dommage d'avoir perturbé le déroulement de ce concours en ayant éliminé Pierre Durand, qui était tout de même un peu la vedette de ce concours, et le public était venu un peu pour le voir? Croyez-moi que ça m'a fait très mal d'appuyer sur cette sonnette. Marcel Rosier a porté réclamation. Je ne pense pas qu'il aura raison. Et c'est regrettable, car hier après-midi, c'est grâce à Pierre Durand et Jacques Loup que l'équipe de France s'est classée 3e de la Coupe des Nations, derrière l'Angleterre et l'Allemagne. Et oui, un incident stupide, du coup, c'est le Suisse Bruno Candrian qui a gagné aujourd'hui ses épreuves individuelles. D'autres chevaux couraient à Longchamp avec pour enjeu le tiercé, un tiercé qui a fait rougir Pierrette Bresse de fierté puisqu'elle l'a donné hier soir dans l'ordre, le 8, le 13 et le 3. Voilà, le 8, le 13 et le 3, nous n'avons pas encore les rapports, vous les connaîtrez dans le journal de 23h, le dernier journal. Vous connaissez tous ce jeu en principe sans grand risque, il suffit d'une corde et de 2 équipes qui tirent chacune dans un sens sur cette même corde. But de l'opération, déséquilibrer l'équipe d'en face, un jeu qui a pourtant mal tourné hier en Suisse. Jean-Pierre Quinson. Lenzburg, une petite ville du nord de la Suisse, voulait inscrire son nom sur le livre des records. Hier après-midi, tous les volontaires étaient conviés à un phénoménal tir à la corde. 440 concurrents de chaque côté. Après quelques secondes, la corde va casser. Voici 880 personnes par terre. Mais le drame, c'est qu'en glissant entre les mains des participants, la corde en nylon brûle et arrache. 2 enfants et une femme ont un doigt sectionné. Un homme de 65 ans devra sans doute être amputé d'une main. Pour l'entreprise qui avait fabriqué la corde, celle-ci pouvait supporter une traction de 10 tonnes. Une force, semble-t-il, inférieure à celle exercée par les 880 candidats au record. Une enquête a été ouverte, elle permettra d'établir la responsabilité éventuelle des organisateurs. Un sport que l'on connaît mal en France et qui pourtant possède son championnat, c'est le football américain. Il se pratique avec un ballon ovale, beaucoup de rembourrage et des casques à toute épreuve. On dit que c'est un jeu extrêmement tactique et comme a pu le noter Brigitte Duvauchel, il suppose aussi une mise en condition physique et morale très spectaculaire. Ce que je veux les gars, c'est surtout pas de vent de panique pour l'attaque. On joue le football qu'on a appris à jouer. Et pas on se motive, on fait un travail propre. Ouais! Ni football, ni rugby, mais du football américain. Voilà 1 an qu'il se pratique en France. On est encore loin de la qualité du jeu américain. Tous ces jeunes sont surtout impressionnés par le folklore, le costume de Goldorak, ses parades guerrières et la violence de l'affrontement. Les mecs agressifs, la ligne. Allez. Allez les gars, on y va. Olivier.
titre de champion de France est en jeu. Les tenants du titre, les Spartacus en rouge, sont opposés aux Anges bleus. Ces derniers vont l'emporter 20-0. Mais quelle ambiance! De superbes images de Jean-François Renoux. Il est temps de passer le ballon à Alain Gillot-Pétré, sans casque et sans protège-dents. Oh, merci pour le ballon avec des nuages interchangeables pour demain. Regardez la photo satellite avec toujours des nuages qui viennent de l'est, puis ceux-ci qui vont nous venir par le nord-ouest. C'est beau la météo. Nous allons aller vers un flux de sud-ouest dans les jours à venir. Il y aura toujours des nuages, mais il fera un peu plus chaud. Regardez la carte pour demain. Donc, du nord-ouest à l'Aquitaine et au nord des Alpes, ce sera un temps variable. Des Charentes au nord-est, encore très couvert avec de petites pluies très rares éclaircies. Sur la Méditerranée, ce sera du beau temps, mais gare aux orages. Côté température, ça monte un peu. Allez, 10 à 14 degrés sur la moitié nord, 13 à 18 degrés sur la moitié sud. On va quand même s'en sortir de ce froid. Demain, lundi 14 mai, 3 minutes de soleil en plus, levé 6h09, couché 21h24, et que vivent les Mathias. Aux environs de 23h, Jacques Segui vous présentera le tout dernier journal avec le résumé des moments marquants du Festival de Cannes. Demain, vous retrouverez vos rendez-vous habituels avec l'information, 12h45 et 18h30, tandis qu'à 20h, ce sera Christine Ockrent qui occupera ce fauteuil. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'Antenne 2 innove ce soir, puisqu'à partir d'aujourd'hui, nous diffuserons en fin de programme, chaque soir jusqu'à minuit et quart, des clips vidéo, titre de l'opération Bonsoir les clips. Ce soir, c'est à partir de 23h25. Je vous souhaite une excellente semaine. Bonsoir.